Pour la Guinée, c'est l'opportunité de bénéficier de l'expérience du Burkina Faso. Le premier acte que nous allons poser, c'est de vous envoyer notre secrétaire général de l'Assemblée dès qu'il sera nommé, afin qu'il vienne s'inspirer un peu de ce qui se passe au Burkina. Bref, nous avons eu des enseignements, en tout cas très utiles pour nous autres, de la part du président du Faso. Et je pense que ça nous permettra de nous en inspirer dans l'effort d'organisation qu'on est maintenant en train de mettre en place. Et puis hier, les responsables des instances de régulation des médias ont adopté les statuts et le règlement intérieur de leur plateforme. Créée au Niger en 2013, la structure sert de cadre de mutualisation des efforts et d'échange d'expériences. Le reportage de Bouma Ernest Nébier. Les présidents des instances de régulation des médias de l'espace Yomo et de la Guinée veulent, à travers cette rencontre de Ouagadougou, parachever le processus de création de leur plateforme. Cette plateforme, une fois opérationnelle, permettra à ses membres de relever d'énormes défis, notamment dans le domaine de la régulation de l'audiovisuel. Nous avons pensé que pour pouvoir parler d'une même voix, quand nous allons aux rencontres du RIARC ou même du REFAM, c'était nécessaire, important, que déjà au niveau de la sous-région, que nous puissions nous concerter, contribuer à l'intégration sous-régionale, mais également pouvoir parler d'une même voix lorsque nous allons sur ces tribunes au niveau régional ou international. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer cette plateforme qui sera un cadre de mutualisation, d'harmonisation de nos pratiques, de nos démarches, de nos instruments juridiques, et puis surtout de notre transition numérique. Comme vous le savez, on n'a plus qu'un an et quelques. Cette réunion fait suite à celle de Niamey au Niger en 2013 qui a donné naissance à la structure. C'est un conclave au cours duquel les membres vont adopter les statuts et le règlement intérieur de la plateforme, répartir les tâches et examiner un projet de mise en place d'un observatoire ouest-africain de l'audiovisuel et de faire le point de l'évolution de la transition numérique. Et puis à l'Assemblée nationale s'est ouverte cet après-midi la première session ordinaire de l'année 2014. Une vingtaine de textes de loi, dont des autorisations portant ratification d'accords de prêt, de conventions et des projets de loi portant protection de l'enfant, création de tribunaux de grande instance et statut particulier du personnel de la garde pénitentiaire sont inscrits à l'ordre du jour de cette session parlementaire. C'est en présence du Premier ministre et de nombreux invités, dont des présidents d'institutions et d'assemblées de la sous-région, que le chef du Parlement, Sungalo Apollinaire Ouattara, a procédé à l'ouverture des travaux de cette session ordinaire. Le reportage est signé Anna-Lucie Kéré. C'est reparti pour 90 jours d'intenses activités pour les députés de la 5e législature. Tous ont repris cet après-midi le chemin de l'hémicycle. Avant tout propos, et après l'adoption du projet d'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2014, le président de l'Assemblée nationale a salué la présence du Premier ministre à l'hémicycle. Toute chose qui témoigne de la nécessaire collaboration qui doit exister entre le pouvoir législatif et l'exécutif. Puis, Sungalo Apollinaire Ouattara a procédé à la présentation des personnalités de la sphère parlementaire venues rehausser l'éclat de la cérémonie solennelle d'ouverture de cette session. Il a félicité tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections partielles municipales de février dernier. C'est le lieu aussi de rendre hommage au peuple burkinabé dans son ensemble pour sa maturité, son adhésion et son attachement à l'expression véritable de la démocratie. Ces élections, fussent-elles partielles, elles sont reconnues par les acteurs et observateurs comme libres, crédibles et marquées par une transparence exemplaire. Elles constituent en conséquence la preuve que le peuple burkinabé est profondément attaché à l'exercice de la démocratie et tient désormais à décider par lui-même et des politiques publiques et du choix des hommes chargés de les mettre en œuvre. Le chef du Parlement n'a pas passé sous silence les projets de loi qui seront examinés au cours de cette session parlementaire. 20 projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour, adoptés par la conférence des présidents le 3 mars 2014. Pendant toute la session, le contrôle de l'action gouvernementale va s'exercer à travers les questions écrites, orales, avec ou sans débat, les questions d'actualité et les missions d'information parlementaire. Un accent particulier sera mis sur le renforcement continu des capacités du personnel parlementaire
et administratifs et sur la modernisation des méthodes et procédures de travail. Un Parlement efficace, c'est aussi un Parlement ouvert, qui communique, qui est disponible, accessible et qui s'assume. Dans cet ordre d'idées, j'ai le plaisir de vous annoncer que les questions écrites ainsi que les rapports d'information parlementaire feront désormais l'objet d'éditions périodiques. Enfin, le président Sungalo Apollinaire Ouattara a salué l'esprit de sacrifice des parlementaires qui ont été constamment sur le terrain pendant l'intercession, souhaité une bonne rentrée à tous et a appelé tous les acteurs politiques à un discours mesuré et à une confrontation des idées respectueuses des opinions des autres dans un cadre républicain. L'ouverture de la présente session parlementaire a vu la validation du mandat de l'élu Moussa Nikema du Congrès pour la démocratie et le progrès en remplacement du député titulaire Victor Tiendribego, démissionnaire. Le député Jean-Léonard Compaoré remplace également son collègue Laurent Sédougo au Parlement panafricain, appelé à d'autres fonctions. Et puis le président de l'Assemblée nationale décoré par la France, Sungalo Apollinaire Ouattara, a reçu ce lundi les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, M. Gilles Thibault. C'était en présence d'autorités politiques et religieuses, de parents, d'amis et de collaborateurs. Le compte rendu porte la griffe de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. Par ce geste, l'ambassadeur de France a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur française au président de l'Assemblée nationale. Une remise précédée d'un discours fort émouvant dans lequel le diplomate a rappelé le brillant parcours académique et professionnel du récipiendaire, non sans donner la signification et la portée de cette médaille. La Légion d'honneur, vous le savez probablement, a été créée par l'empereur Napoléon pour récompenser des mérites civils et militaires remarquables. Et on est exactement dans ce cadre-là aujourd'hui, en l'ayant remis au président de l'Assemblée nationale. En réponse, le président Sungalo Apollinaire Ouattara a exprimé sa gratitude à la France, à son président, à son gouvernement et à son peuple, au président du Faso, à l'ambassadeur Gilles Thibault et à ses collaborateurs, ainsi qu'à ses invités. Une distinction qu'il reçoit en reconnaissance de ce qu'il a fait et surtout comme un appel à la persévérance. Je voudrais que cette cérémonie apparaisse seulement comme une invite à plus d'engagement au travail, car les vertus du travail ne se démodent jamais. Elles sont toujours et seront toujours nécessaires à la vie en société. Je reçois donc cette décoration comme un encouragement à persévérer dans l'effort d'être utile à mon pays, d'être utile aux hommes, d'être utile aux citoyens, d'être utile à ma communauté, à la collectivité nationale, d'être utile aux citoyens du monde. Parmi les convives, les présidents d'assemblée de Guinée, Conakry et du Mali, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates, des autorités coutumières et religieuses, mais également des parents, des amis et des collaborateurs venus saluer et reconnaître le mérite de cette distinction. Il y en a qui disent qu'il a droit, mais moi je dis qu'il mérite. Et je voudrais qu'il mérite davantage. Nous tous, qu'on soit étranger, qu'on soit local, ça nous donne de la fierté, de la joie de voir une personne, quand on a parlé de sa naissance dans ce village-là, de voir où il est aujourd'hui. Pour nous tous, ça nous donne de la joie. Nous voudrions aussi par là l'encourager à aller toujours de l'avant, aller toujours à nos profondes, comme je le dis souvent, pour être un bon serviteur. Et c'est ce que je lui souhaite, d'être un bon et fidèle serviteur du peuple burkinabé. Une deuxième médaille française pour le président de l'Assemblée nationale, décoré déjà en 2012 de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers de Carcassonne. L'Assemblée nationale a convié hier des journalistes des 13 régions du Burkina Faso pour une rencontre d'information sur sa mission de contrôle de l'action du gouvernement. Au menu des échanges avec les hommes de médias, 3 communications sur les mécanismes du contrôle de l'action gouvernementale par les députés, les récentes publications de l'Assemblée nationale et la plateforme site web de l'institution parlementaire. Reportage Oumarou Mogmenga.
Un conclave des journalistes à Ouagadougou sur invitation de l'Assemblée nationale. Venus des provinces du Burkina, ils échangent en une matinée avec l'administration parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale par les députés et la communication irrélative. Objectif affiché, encourager les participants aux travaux sur les mécanismes du contrôle de l'action gouvernementale. Ici, il s'agit pour nous de vous dire comment nous faisons le contrôle de l'action gouvernementale. C'est une des missions du député. Voyez-vous, notre volonté de communiquer explique pourquoi nous avons souhaité que tous les organes de presse soient présents à cette rencontre et à toutes les rencontres que nous organisons à l'entame de chaque session parlementaire. Justement, l'entame de la session est porteuse d'innovation en termes de publication nouvelle à l'Assemblée nationale. Et les hommes de médias ne se font pas prier pour recevoir en primeur les bulletins parlementaires des mains du président Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, a instruit qu'on puisse porter auprès du public, en tout cas, les résultats de toute cette action menée, notamment pour ce qui concerne les missions d'information et les questions écrites. Donc, un bulletin parlementaire est publié. Ce bulletin, il a connu sa première diffusion publique aujourd'hui auprès de l'ensemble des acteurs animateurs de la presse. La presse, dans toute sa diversité, s'est mise à la lecture pour mieux informer son public. C'est original parce que je me rends compte que les publications ne vont pas se faire de façon automatique toute l'année, mais c'est durant les sessions. Nous avons appris en fait comment le Parlement arrive à entrer en relation avec le monde en général. Il faut vraiment remercier l'Assemblée nationale d'être toujours aux côtés des journalistes pour les aider à maîtriser tout ce qui concerne les activités du Parlement. Troisième du genre, antérieure à l'ouverture officielle des sessions ordinaires parlementaires, cette tribune de la 5e législature offerte à la presse participe de l'ouverture et de la transparence dans l'accomplissement des missions constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Le ministre en charge de la promotion de la femme et du genre était ce lundi 3 mars 2014 à Napelgué, un village situé dans la commune rurale de Niort dans le Kourouégo. Nestorine Sangaré est allée remettre officiellement une plateforme multifonctionnelle au groupement féminin Song Manerba d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Cette plateforme est un cadeau de 8 mars aux femmes de Napelgué pour améliorer leurs conditions de vie. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Une plateforme multifonctionnelle pour les femmes de Napelgué. Nous sommes dans la commune rurale de Niou dans le Kourouégo. Constituée d'un moteur diesel, cette machine associe divers outils, dont un moulin à meule, une décortiqueuse, un chargeur de batterie. C'est un cadeau du 8 mars qui vient libérer les femmes de cette localité de certaines corvées. La plateforme multifonctionnelle nous a aidé beaucoup aux femmes de Napelgué contre la pauvreté. Nous faisons le moulin, le soudure, nous chargeons de la batterie, de portables et tout autre. Il y a beaucoup d'activités qu'elle mène grâce à la plateforme et nous avons vu aussi la table de recharge pour les téléphones cellulaires et puis pour les batteries. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qui va contribuer à l'épanouissement des femmes ici, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations dans la région, parce que la plateforme est extensible. Le don est du gouvernement burkinabé à travers le ministère de l'économie et des finances qui a pris l'engagement de doter un village par région d'une plateforme multifonctionnelle. L'objectif est de booster le développement socio-économique des villages bénéficiaires. Sa capacité est multiple, comme le dit son nom. Elle est multifonctionnelle parce qu'elle génère des services énergétiques. Et à partir du moment où on a les services énergétiques, on a plusieurs métiers qui se créent autour. Il y a des métiers de soudure, de charge de batterie et même d'électrification des centres de santé, des écoles et même pour les chauds d'eau. Véritable micro-entreprise rurale, le projet plateforme multifonctionnelle est fondé sur une approche participative qui permet l'accès des villages à des services énergétiques de base.
Le Burkina Faso fait le bilan complet de la SCAD exercice 2013 au niveau culturel, un exercice pour structurer et développer l'économie de la culture et du tourisme en vue de garantir la rentabilité du secteur. Reportage signé Ernest Kambiré. Le cadre sectoriel de dialogue culture et tourisme a été instauré pour suivre et évaluer les actions et mesures prises par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie accélérée de développement durable. Il s'agit pour le secteur culture et tourisme de structurer et de développer l'économie pour garantir l'amélioration de la rentabilité des deux secteurs et le niveau de recettes en devises. C'est donc pour évaluer de façon concrète les actions menées conformément aux directives tracées par la SCAD que les acteurs tiennent ici cette revue annuelle au titre de l'année 2013. Tout au long de cette journée, comme on le dira, il y aura un exposé qui va vous donner ce qui a été fait en 2013. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Quelles sont les actions que nous avons eu à mener? Eh bien, très bien ou insuffisamment, ou pas du tout. Il s'agira vraiment de donner lecture de ce rapport provisoire, que tous les acteurs qui sont là puissent l'amender sans complaisance et que nous puissions, dans un deuxième temps, envisager ce qui va se passer pour 2014. En 2013 et en termes de bilan, on note que le cadre institutionnel et juridique a été renforcé, que des réflexions sur le développement des industries culturelles et touristiques ont connu une avancée notable et que des efforts ont permis de consolider le rôle du secteur privé à travers la promotion d'un partenariat public-privé dans une plus grande responsabilité des acteurs du privé. Cependant, beaucoup reste à faire et il est attendu des acteurs présents à ce cadre sectoriel de dialogue, culture et tourisme, la formulation des propositions pertinentes pour une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des actions pour les prochaines années. Voilà, comme je vous le disais en titre, le 8 mars, les festivités du 8 mars seront célébrées cette année à Banfora, dans la cité du paysan noir. Les festivités ont débuté aujourd'hui avec le Forum des femmes. Nous allons nous rendre immédiatement à Banfora, où se trouve Marguerite Douagneau. Marguerite Douagneau, bonsoir. Bonsoir Ali Compaoré, bonsoir à tous et bienvenue à Banfora pour la célébration du 8 mars qui a commencé aujourd'hui par le Forum national des femmes. C'est donc ici dans la cour de la résidence du gouverneur des Cascades qu'un chapiteau énorme a été dressé pour le moment, l'un des moments en tout cas importants de la célébration de ce 8 mars qui est la rencontre entre le président du Faso et les femmes du Burkina Faso. Le face-à-face tant attendu des femmes aura lieu demain. Mais en attendant, ce matin, les femmes se sont accordées sur les priorités à soumettre au président du Faso pour aider à l'autonomisation véritable des femmes. Le 4e Forum national des femmes, vous le savez bien, a remis la question de l'entrepreneuriat féminin au goût du jour et les femmes du Burkina Faso se sont réunies ce matin autour de la première dame du Faso pour parler de la problématique du financement des activités économiques des femmes au Burkina Faso. Voici donc pour vous l'ouverture du Forum national des femmes ce matin. C'est un reportage de Salinana. Accès des femmes au financement des structures bancaires. C'est autour de ce thème que les femmes du Burkina Faso vont s'entretenir demain avec le président du Faso lors du face-à-face du Forum national des femmes. Déjà, à l'ouverture de ce 4e Forum national, les préoccupations des femmes dans les différents domaines d'activité ont été identifiées ainsi que leurs besoins en matière de financement. Malgré l'existence du FAF, du FASI, des FEJ, du FAFA, du FAPE, les femmes continuent de rencontrer des difficultés pour avoir accès au financement. Ce sont là les raisons qui ont motivé le choix du thème du présent forum qui vise donc à nous permettre de réfléchir de manière approfondie sur les facteurs qui limitent l'accès des femmes au financement et également pour ressortir de cette rencontre avec des solutions plus efficaces. En organisant ce forum, le ministère de la Promotion de la Femme s'est engagé dans une dynamique d'échange interactif avec ses participantes venues des 4 coins du Burkina. Il s'agira de dégager des propositions concrètes à faire au président du Faso lors de la rencontre. Pour la première dame du Faso, la thématique de ce forum interpelle par sa pertinence et l'ensemble des décideurs présents à Banfora ont été invités à examiner les possibilités
pouvant susciter une autonomie économique des femmes. Les défis à relever restent immenses pour stimuler l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit notamment de l'alphabétisation, de la maîtrise des mécanismes de crédit par les femmes, ainsi que le renforcement de leurs capacités. La résolution de ces questions permettra aux femmes d'être des vecteurs d'un développement intégré et harmonieux de la société burkinabé. L'objectif majeur de ce 4e Forum national des femmes demeure la recherche de meilleures stratégies de financement de l'entrepreneuriat féminin. Les conclusions des travaux sont donc attendues demain sur la table du président du FASO. Voilà, vous l'avez noté, le 4e Forum national des femmes à Banfora remet la question de l'entrepreneuriat féminin au cœur des préoccupations de l'autre moitié du ciel au Burkina Faso, et cela en relation avec la problématique du financement des activités économiques des femmes. Je vous propose à présent de suivre avec nous la lecture que la première dame du Faso fait de cette thématique. Nous écoutons Chantal Comp. Cette thématique interpelle par sa pertinence l'ensemble des décideurs au sujet de certaines conditions pouvant favoriser la pleine participation de la femme burkinabé à la croissance. Elle invite surtout à établir une égalité du genre dans le secteur économique et donner plus de facilité à nos sœurs porteuses de projets de développement. Je voudrais donc saluer toutes les personnes réunies ici, à Banfora, pour examiner ce sujet avec le plus grand intérêt. Au fil des années, les plus hautes autorités conscientes du rôle moteur des femmes qui constituent la majorité de la population burkinabé n'ont cessé de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Leur volonté manifeste est de réaliser un entrepreneuriat féminin dynamique, de susciter une autonomisation économique des femmes afin de produire une meilleure qualité de vie dans les familles. Je salue donc la mise en place effective des fonds nationaux ainsi que des systèmes de financement accessibles. Ces fonds permettent à beaucoup de nos sœurs d'accéder au crédit à des conditions préférentielles et à des échéances de remboursement convenables. Toutefois, les défis à relever restent immenses pour stimuler l'entrepreneuriat féminin. Sont ensuite poursuivis durant toute la journée ce 5 mars. À l'issue des échanges, quelques participantes ont bien voulu confier leurs attentes par rapport à la problématique du financement des activités économiques des femmes à Aboubakar Sagnon. Nous les écoutons. Nous sommes venus au compte de la région de la Boucle du Monde pour participer à ce Forum national des femmes. Voilà, forum auquel nous avons exposé un certain nombre de préoccupations, ce qui concerne les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. On peut citer entre autres la question des fonds de garantie, parce qu'il y a certains prêts pour lesquels il faut apporter soit l'apport personnel ou alors avoir un fonds de garantie. Alors qu'on sait que la plupart du temps, les femmes étant dans la couche la plus pauvre, n'ont suffisamment pas en tout cas de moyens pour pouvoir accéder à ces crédits-là, parce que les conditions d'accès sont parfois très difficiles pour elles. Franchement, pour les femmes, je l'avais dit tantôt, la pauvreté se conjugue au féminin. Et quand on demande des avals, des garanties pour les femmes, c'est compliqué. Donc il y a ce problème et puis la lenteur même dans l'obtention des crédits, tout ça c'est des difficultés pour les femmes. Nous attendons quand même qu'on prenne des mesures pour faciliter l'octroi de prêts aux femmes, qu'elles soient rurales ou citadines, qu'elles aient
plus de facilité et plus que les modalités de remboursement aussi soient vues. Nous avons un invité ce soir sur notre plateau. Il s'agit de Madame Thérèse Yameogo Kabore. Madame Yameogo est vice-présidente du conseil d'administration des systèmes financiers décentralisés. Bonsoir Madame Yameogo et bienvenue sur notre plateau. Madame Yameogo, vous avez entendu les femmes à l'issue des échanges. Elles sont préoccupées par les financements qui visiblement ne sont pas disponibles pour les femmes, pas assez à leur goût en tout cas. Vous, dans vos structures de financement décentralisées, quels sont les produits que vous proposez aux femmes burkinabées? Merci. Bon, il faut dire qu'au niveau des systèmes financiers décentralisés, nous avons une gamme variée de produits allant des crédits de stockage, des crédits fonds de roulement, des crédits dédiés aux petites et moyennes entreprises, des crédits pour l'embauche, le crédit solidaire, le crédit immobilier. Et comme épargne, nous avons le dépôt à terme, nous avons le dépôt à vue, nous avons l'épargne retraite, nous avons l'épargne santé. Il faut plutôt dire qu'en fait, les femmes, elles ne connaissent pas très bien les mécanismes pour accéder au crédit. Sinon, j'allais dire que les systèmes financiers décentralisés, nous nous adressons justement à ce public-là qui est exclu du système classique bancaire. Donc, quand elle parle de fonds de garantie ou bien elle parle d'aval, je crois que par exemple, en milieu rural, c'est très difficile de demander aux femmes de trouver un aval ou bien... Donc, c'est surtout la caution solidaire. Parce que comme son mot l'indique, en fait, ce n'est pas la garantie qui fait le crédit, mais c'est la confiance. Voilà, c'est la relation clientèle que la femme tisse avec le système financier décentralisé qui peut faire qu'elle accède facilement au crédit. Et il y en a combien de ces systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso? En tout cas, au 31 décembre 2012, il y a 154 systèmes financiers décentralisés qui ont le droit d'exercer. Et quelles sont les conditions d'accès à ces financements-là? Parce que visiblement, les femmes, comme vous l'avez dit, ne sont pas au courant des conditions. Comment est-ce que vous pouvez leur expliquer ça plus clairement? Bon, j'allais dire que l'accès est très facile. Pour la simple raison que si je prends par exemple, parce que vous savez, au niveau des systèmes financiers décentralisés, en tout cas, on est presque présent dans les 45 provinces. Par exemple, si je prends le cas de la fêtière des caisses populaires du Burkina, ils sont presque partout. Et on mène ce qu'on appelle une politique de proximité avec les femmes. Donc, il suffit simplement qu'elles se renseignent, qu'elles se présentent au niveau de la structure, qu'elles ouvrent un dossier, qu'il y ait un petit entretien pour quand même savoir ce que la femme fait. Et puis, immédiatement, elle a le crédit. Alors, vous savez très bien que nos femmes rurales sont analphabètes, en tout cas pour la plus grande majorité. Comment est-ce que vous pouvez demander à une femme qui n'a jamais su lire ni écrire de venir ouvrir un compte? Comment ça se passe pour elles, ces femmes-là? En dehors de cela, il faut dire que presque tous les systèmes financiers décentralisés ont ce qu'on appelle des agences mobiles. C'est-à-dire on a des chargés de relations clientèle qui vont à l'amont, à la sensibilisation justement de ces femmes illettrées-là. Voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général? Bon, ce que je dois dire d'abord, il faut dire que vraiment au niveau des femmes, les femmes, franchement, c'est pas parce que je suis une femme, les femmes, elles remboursent leur crédit. Mais il faut vraiment un accompagnement. Parce que ce qu'il faut savoir, au niveau des systèmes financiers décentralisés, ce n'est pas seulement le microcrédit. Il y a ce qu'on appelle aussi les services non financiers. Et les services non financiers, c'est quoi? C'est la formation, c'est l'appui conseil et c'est les sensibilisations. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois que ça s'est fait, ben, si les femmes sont bien accompagnées, si elles sont formées à l'éducation financière, si elles sont formées à une petite gestion de leur exploitation, ben, le crédit se rembourse bien. Alors, le forum cette année, comme vous l'avez compris, je pense que les femmes vont solliciter davantage les structures de financement, que ce soit vous, que ce soit d'autres plus organisés. Est-ce que vous avez une oreille attentive aux doléances de ces femmes-là? Est-ce que vous êtes prête à accompagner davantage les femmes dans leur autonomisation? Comment cela va se passer à l'avenir, juste après ce forum, bien sûr? En tout cas, les systèmes financiers décentralisés, c'est notre raison d'être d'ailleurs. On est vraiment prêt pour les accompagner. Et tantôt ce matin dans ma communication, je disais qu'il y a une qui disait tout de suite que, en tout cas, c'est très difficile pour les femmes de pouvoir présenter des garanties. Il suffit qu'elles soient bien organisées et bien structurées. Si elles sont bien organisées et bien structurées, et moi, ce que j'allais lancer comme appel à travers sur votre plateau, il faut une synergie d'action entre les acteurs.
Parce que, bon, vous savez, la microfinance, elle ne peut pas à elle seule tout faire. C'est vrai, nous avons les produits que nous pouvons les proposer, mais par exemple, en termes de formation, parfois, on a besoin d'un appui, voilà, pour accompagner ces femmes-là, pour que quand elles vont prendre le crédit, que ça se dénoue bien, qu'elles puissent vraiment améliorer leurs conditions de vie. Parce que tout compte fait, la femme, c'est le pilier de la famille. Et comment vous accompagnez le gouvernement burkinabé? On imagine que vous êtes en complémentarité dans vos actions. Comment cela se fait, ce partenariat entre vous et le gouvernement? Bon, toujours dans l'épanouissement de la femme, bien sûr, la recherche des solutions pour le financement des femmes. Okay. Le gouvernement burkinabé nous accompagne, il nous appuie dans la professionnalisation des systèmes financiers décentralisés. Parce que vous savez, il ne fait pas la microfinance qu'il veut. Donc, il faut d'abord savoir qu'il y a la stratégie nationale et la SCAD qui vraiment œuvrent à ce que les systèmes financiers décentralisés soient vraiment professionnels pour pouvoir justement accompagner ces femmes-là à sortir de la pauvreté. Merci. Merci beaucoup, Madame Yaméogo, d'être venue sur notre plateau pour nous parler du financement décentralisé. Vous avez animé une communication ce matin lors du forum. Merci à vous et vous allez rester avec nous pour la suite de notre journal. Merci. Et parlant des structures de financement, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes est l'une des réponses, en tout cas à la problématique de financement économique des femmes, le financement des activités économiques des femmes au Burkina Faso. Le FARF compte aujourd'hui près d'1 million de bénéficiaires depuis 1990, date de sa mise à place. Qu'en est-il de ce fonds? Salinana s'est intéressée à cela et elle est allée chercher les réponses pour nous. Nous suivons son dossier. Dans la capitale des deux roues, en passe de devenir la capitale de toutes les roues, avec l'arrivée massive des voitures et de voiturettes tricycles, le métier de parqueur s'annonce prometteur et les femmes quasi absentes du domaine s'y intéressent. Au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi, Madeleine Nikiema fait partie de l'environnement de ce centre hospitalier et chaque jour de 7h à 14h, elle officie dans son parking avec l'aide de ses employés. Gérante de ce parking depuis plus de 15 ans, elle veille sur les motos et les vélos des visiteurs du CMA. Grâce au financement du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, Madeleine a pu améliorer son activité. Le FARF a beaucoup fait pour moi, puisque je suis dans le FARF, ça fait 7 ans. Dans les 7 ans-là, mon hangar là, mon premier hangar, j'ai pris prêt avec le FARF. J'ai une association même, toutes les femmes bénéficient sur le FARF. Le FARF est cette institution qui a vu le jour en 1990 pour aider les femmes à lutter contre la pauvreté par la réalisation d'activités génératrices de revenus. Sa mission est de promouvoir l'accès des femmes au crédit par l'octroi des prêts, en leur offrant sa garantie ou en leur dispensant des formations pour une meilleure gestion des activités. Depuis notre création jusqu'au 31 décembre 2013, c'est 51 milliards 294 millions 47 935 francs CFA qui ont été octroyés à 1 284 369 femmes. Et nous avons formé au total 37 284 femmes. Ces femmes sont des clientes individuelles ou appartiennent à des groupements ou associations de femmes. Dans nos bénéficiaires, nous avons ce que nous appelons des PME. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont atteint un certain niveau où on les fait sortir de leur groupe de solidarité ou de leur groupement pour bénéficier individuellement du crédit parce que leur activité a pris de l'ampleur. Donc il y a quand même plus de 900 bénéficiaires qui évoluent sous forme de PME. Parmi les bénéficiaires du FARF, il y a aussi la coopérative de production artisanale des femmes de Ouagadougou qui fait du tissage, la teinture, la couture et la broderie leurs principales activités. Au début, on a commencé par des cotisations. Et après ça, il y a le fonds d'appui des femmes, FARF, qui nous a appuyés avec des crédits. Avec la concurrence, il y a le problème d'écoulement que nous avons présentement là, parce que l'artisanal est réparti partout. Donc c'est l'écoulement qui nous pose problème. Ça fait 10 ans nous on est avec FARF.
Maintenant, il n'y a plus de problème. À chaque fois qu'on finit de payer seulement, on repart, on remonte le dossier seulement. En tout cas, il n'y a pas de problème. La 157e journée internationale de la femme au 8 mars au Burkina est placée cette année sous le thème entrepreneuriat féminin, problématique de financement des activités économiques des femmes au Burkina Faso. Le FARF, par son intervention auprès des groupements féminins ruraux et urbains, auprès des femmes exerçant dans le secteur informel ou artisanal et des créatrices et dirigeantes de petites entreprises, a contribué à changer la vie de beaucoup de femmes ayant bénéficié d'un financement et qui ont pu en tirer profit. Et les femmes qui excellent dans l'entrepreneuriat dans la région des Cascades, il en existe. Hortense Koné et Maminata Koné sont ces femmes-là et elles retiennent l'attention ici. En tout cas, Dramane Kabouré nous dresse leur portrait suivant. L'entrepreneuriat féminin est une réalité dans la région des Cascades. Des femmes ont décidé de se lancer dans les affaires, un terrain jusque-là dominé par les hommes. Hortense Koné et Minata Koné sont aujourd'hui considérées comme des modèles de réussite à Banfora. Les difficultés n'ont pas manqué au début, mais elles sont arrivées après avoir consenti d'énormes sacrifices à faire prospérer les entreprises. Je suis dans l'entrepreneuriat formel depuis 1998. C'est pour dire que je n'ai pas commencé avec cette entreprise. J'avais une autre petite entreprise à Ouaga. J'ai travaillé là-bas un bout de temps avant de venir mettre en place cette structure. Après les études, donc je ne voulais pas rester comme ça. Donc j'ai cherché un petit travail à l'hôpital comme caissière à la pharmacopée. De là-bas maintenant est venue l'idée de faire pour moi-même. C'est là j'ai fait une boutique de produits de beauté, en même temps d'habillement. À partir du champ d'anacardier que sa mère lui a légué, Minata Koné a pu mettre en place au fil des années son unité industrielle de transformation et de production d'anacarde. L'idée de la mise en place de cette structure m'est venue de par ma mère qui m'a octroyé un verger en 1992. Pendant que j'étais à Ouaga, j'étais fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Hortense Koné n'a fait que continuer l'œuvre de son défunt mari, qui était déjà dans l'activité agro-silvo-pastorale. Après son décès, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne pouvais plus coordonner la vente des produits de beauté et puis l'agriculture, le domaine de l'agriculture. Donc j'ai laissé tomber le côté des produits de beauté, revenir à la société. Pour Minata Koné, son entreprise a atteint un niveau où les besoins en financement et en main-d'œuvre suffisante sont énormes. Les petits crédits ne font plus notre affaire. Malheureusement, les gros crédits dont nous avons besoin pour faire croître l'entreprise, nous avons des difficultés à les avoir auprès des banques. Tout en reconnaissant les efforts de l'État en faveur de l'entrepreneuriat féminin, nos deux femmes d'affaires demandent aux autorités plus d'engagement. Alors, ce que je vais demander au gouvernement, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Les femmes de la cité du paysan noir veulent s'engager sur le champ de l'entrepreneuriat. Elles n'attendent plus que le soutien des structures de financement. Voilà Ali, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité qui réunit toutes les femmes burkinabées ici à Banfora, dans la cité du Paysanois. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Je vous retourne l'antenne alors. Voilà. Merci Marguerite Douagneau. Avant de continuer ce journal, ce communiqué à l'occasion de la tenue officielle du 4e Forum national des femmes, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au gouvernorat de la région des Cascades à Banfora le jeudi 6 mars 2014 à partir de 8 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yogbaré.
Ceci dit, continuons notre journal pour dire que le CAMES et la Banque mondiale en atelier de 48 heures à Ouagadougou. Cet atelier vise à échanger sur l'importance de la mise en place d'un mécanisme régional d'accréditation. L'atelier vise aussi une meilleure compréhension des mécanismes de garantie de la qualité de l'enseignement et de la recherche au sein du CAMES. Le reportage est de Moumouni Soubeiga. L'assurance qualité répond aux objectifs du plan stratégique de développement du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est une initiative fondée sur une prise de conscience mutuelle de la nécessité de renforcer la qualité de la formation, de l'enseignement et de la recherche. La présente rencontre a pour objet de mettre en place un mécanisme régional d'accréditation institutionnelle au profit des pays membres du CAMES. Ceux qui ont leur diplôme accrédité, ça leur donne la possibilité de se mouvoir, ça leur donne la possibilité de s'intégrer au sein d'une région, telle que l'UEMOA, telle que la CEMAC. Donc l'accréditation est désormais ce facteur important qui va réguler les échanges entre les différents partenaires. C'est à la 21e session du Conseil des ministres du CAMES en 2002 que l'axe assurance qualité a été adopté. Cet atelier soutenu par la Banque mondiale marque le lancement de l'initiative. Pour l'heure, il est question de mieux comprendre les concepts et d'analyser l'impact du mécanisme d'accréditation sur la gouvernance des systèmes d'enseignement supérieur nationaux. Le ministre de l'eau et de l'assainissement Mamounata Belem était à Koumbri dans la province du Yatenga le 12 septembre pour constater l'état d'avancement des travaux du barrage de cette commune rurale. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission que s'est assignée le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Visiter toutes les infrastructures hydrauliques en construction. Le reportage de Christophe Da. Mamounata Belem et ses collaborateurs étaient le samedi 1er mars sur les chantiers des barrages de Koumbri en reconstruction. Cette visite a permis à la première responsable du ministère en charge de l'eau de constater l'état d'avancement des travaux. Le taux de réalisation des travaux est de 70%. Pour un coût estimé à plus de 700 millions de francs CFA, les travaux du barrage prennent fin en avril prochain. Ce que j'ai constaté ici et qui nous donne à repenser nos chantiers de barrage, c'est le fait que ici le barrage a été construit depuis 1959 et depuis lors le barrage n'a pas tenu. Les entreprises qui se sont succédées n'ont pas réussi et c'est avec cette entreprise-là qu'on a découvert vraiment le goulot d'étranglement sur le chantier. Et cela nous amène à revoir notre approche même d'implantation des barrages. Des échanges entre le ministre et la population sur les problèmes liés au déguerpissement ont été les temps forts de cette visite à Guiti. À l'issue de la visite, c'est le même constat qu'à Koumbri. Les travaux avancent normalement, d'où la satisfaction du ministre. C'est vraiment avec un cœur serré que j'ai rencontré les populations. Chacun a dit sa préoccupation. Ils sont là et ça fait vraiment pitié d'entendre. On a voulu faire ce projet pour les aider et finalement nous les mettons dans des difficultés et ce n'est pas intéressant. En tout cas, on a demandé leur indulgence pour dire que le gouvernement aussi se bat pour pouvoir faire aboutir ce projet-là. Disons que pour le barrage de Guiti, les travaux sont à 95%. Comme vous constatez, c'est la préparation de la mise en eau cette année. Mais nous sommes là au niveau de la déviation du cours d'eau que nous sommes en train de fermer. Mais on peut dire qu'il y a des travaux préparatoires en amont qui ne relèvent pas de nos compétences ici. Donc nous attendons des instructions. Les travaux de ces deux barrages sont confiés à l'agence d'exécution des travaux eau et équipements rural AGTR. À terme, le barrage de Guiti va approvisionner la ville de Wayoua et les villes environnantes en eau potable. Le coût des travaux de ce barrage est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, un atelier de validation s'est ouvert ce lundi à Dédougou portant sur la réorganisation agraire et foncière. Cet atelier de 48 heures vise l'adoption de textes réglementaires consensuels pour une gestion apaisée des questions foncières. Le foncier étant une question transversale, la rencontre regroupe les acteurs venant de plusieurs ministères. Le reportage de Rokia Sanou.
L'occupation ou l'exploitation des terres est un sujet très sensible au Burkina Faso, comme un peu partout dans le monde. La question du foncier est souvent source de conflits et les textes réglementaires en la matière sont soit mal compris, soit difficilement applicables. C'est dans le souci d'élaborer des textes compréhensibles pour tous et les plus consensuels possibles qu'une centaine de cadres de l'administration et des structures concernées de près ou de loin sont réunis à Dédougou. Ces acteurs ont en charge l'examen et l'adoption de 21 projets de décret d'application de la loi portant réorganisation agraire et foncière. Il s'agit ici d'associer l'ensemble de la chaîne des acteurs, des concepteurs à ceux qui participent à un moment ou à un autre à la mise en œuvre. Donc l'objectivité doit guider l'ensemble des participants pour que chacun, en lisant la loi les textes une fois adoptés, se reconnaissent ses propositions, reconnaissent avoir été pris en compte dans l'adoption de cette loi. Bien sûr, on ne va pas prendre le texte par centimètre carré du territoire, mais c'est de fixer les grandes règles pour permettre même en cas de litige aux magistrats de trancher. Cet atelier est la suite logique d'un précédent tenu à Koudougou en novembre 2012. Les observations et amendements des participants devront permettre d'améliorer les projets de loi pour que, une fois adoptés, ces textes soient fiables, compréhensibles et surtout applicables, a ajouté le ministre Toussaint Abel Coulibaly. De cet atelier devrait sortir également la forme de publication adéquate pour une bonne vulgarisation de ces textes. Télécommunications à présent, l'ONATEL poursuit ses efforts de modernisation de ses infrastructures. Les Balé, le Moun, la Koussi et le Houé ont connu à cet effet des améliorations de leurs appareils. Constat de Issa Kafando et de Abdelaziz Yagibou. Téléphone portable à l'oreille, 7 abonnés de Telmob, la ville de Sia, tentent d'établir une communication avec un proche. Pour avoir la ligne, il faut insister. La communication de Telmob, en tout cas, dans ces 2 derniers temps-là, vraiment le réseau n'est pas fiable. Avant, ça allait, mais présentement, il y a un tout petit problème. Avec le potable, si ce n'est pas le jour qu'il y a les bonus là, qu'on n'arrive même pas à choisir, sinon ça va. Pour être à la hauteur de ces préoccupations, la Nationale des télécommunications met à contribution des technologies de pointe. Il peut y avoir des perturbations dues souvent à certains travaux d'amélioration ou en tout cas la perturbation au niveau de la fibre optique. Ça peut arriver en national ou quelquefois en international. Ce qui est sûr, la population doit nous faire confiance parce que l'ONATEL, nous continuons toujours à investir et nous sommes à l'écoute. Nous pensons que ces critiques-là sont constructives et ça devrait nous aider à améliorer nos prestations. Les 2 principaux sites de Bobo Dioulasso, appelés dans le jargon des techniciens de l'entreprise, Bobo Terminal et Bobo Relais, ont vu leurs équipements renforcés. Ici, à Sarfalao, sur le site Bobo Relais par exemple, le dispositif hertzien et optique mis en place reçoit toutes les communications en provenance ou en direction de la Côte d'Ivoire et du Mali avant de les relayer. C'est un aboutissement de tous les circuits venant de Ouagadougou et à partir d'où les autres opérateurs de téléphonie présents à Bobo Dioulasso attaquent la fibre optique pour la capitale. C'est l'un de nos sites les plus importants dans la région ici. Sur ce site, vous avez des nodes B, c'est-à-dire la station de base pour la 3G. Vous avez du GSM, vous avez du CDMA et vous avez l'équipement pour la télévision également qui se trouve à l'intérieur. Bien entendu, compte tenu de la position stratégique du site, nous colocalisons aussi pour certains équipements de certains de nos concurrents, quoi. De Boromo à Bourasso dans la Kossi, en passant par Sibi, Dédougou et bien d'autres localités des régions du centre-ouest et de l'ouest, selon le découpage de l'ONATEL, des technologies nouvelles ont été apportées en vue d'améliorer la desserte, notamment hertzienne. Si cette bretelle Boromo-Dédougou permet de secourir la fibre optique Boromo-Ouagadougou en cas de coupure, ce réseau filaire de Sibi qui vient d'être mis en service, lui couvre une bonne partie des Balais. C'est un site CDMA, c'est-à-dire un système qui permet à plusieurs abonnés de communiquer à moindre coût sur la même fréquence à travers l'Internet et le fixe sans fil. À Bourasso, où cette juxtaposition de technologie d'une capacité de plus de 300 lignes téléphoniques existe depuis 2011, l'ONATEL peine à enregistrer des abonnés.
Seulement un abonné au téléphone fixe parmi les 791 habitants que compte ce département. La data, il y a 0 abonné. Également, sur le fixe, il y a un seul abonné qui n'est souvent pas actif. Et nous avons plusieurs autres sites comme celui de Yahoo et d'autres sites où nous avons des technologies juxtaposées, mesurer un peu le niveau d'investissement, la charge de la maintenance. Au rythme de l'évolution des technologies, l'Onatel promet au micro des journalistes partis à la découverte de ses réalisations de ces dernières années, mettre toutes les cartes de son côté pour être à la hauteur des attentes de sa clientèle. Et puis, la ville de Bobo-Dioulasso connaît des délestages dus à un incendie survenu hier dans la cellule Sonabel de Bobo 2. Le chef de département distribution de la Sonabel de l'Ouest donne plus d'explications. Il est au micro de Amidou Lougué. 14, nous avons eu un incident. Il s'agit précisément d'un incendie sur une cellule 33 kW qui a mis hors usage une cellule, ce qui porte un coup sur notre capacité de transit. Cela se traduit en termes clairs au niveau des clients par des délestages. Comme vous le constatez depuis hier, nous sommes à pied d'œuvre pour mettre les installations en bon état de fonctionnement. Nous espérons que d'ici vendredi, si Dieu le veut bien, nous allons pouvoir terminer. Nous profitons pour présenter nos excuses à l'endroit de notre chère clientèle pour ces désagréments et les rassurons que nous travaillerons pour remettre les installations dans les meilleurs délais, en bon fonctionnement. Silimigou, dans la commune rurale de Tangen-Dassouri, l'association Bournoma veut être le porte-voix des populations pour leur mieux-être. Une journée d'échange a permis aux ressortissants de la localité de poser les jalons d'un développement à la base et surtout dans la cohésion et la paix. Reportage de Bouma Ernest Nébier. De Silimiougou dans la commune rurale de Tangen-Dassouri ne veut pas être en marge du développement. Les populations l'ont si bien compris. C'est pourquoi elles préfèrent prendre le taureau par les cornes. Ces journées d'échange leur permettent de mieux canaliser leurs efforts pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. C'est pour appeler donc les filles et les fils donc, de ce village à l'unisson, pour qu'ensemble donc nous prenons donc pour la paix. Et le message que le chef de Silimigou vient donc de nous passer, donc je crois que c'est un bon message à l'endroit donc des fils et des filles donc de ce village. Et nous avons accepté parrainer cela parce qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous nous retrouvions. Il est nécessaire qu'il y ait de la cohésion si nous voulons bien qu'il y ait de la paix sur nos terres. À travers l'association Bournoma qui prône la paix, les ressortissants de Silimiougou entendent trouver des solutions adéquates aux difficultés des populations qui se résument au manque d'infrastructures éducatives, sanitaires et bien d'autres. Pour le chef de Silimiougou, l'association Bournoma est apolitique et prône la paix et la cohésion sociale pour un mieux-être des populations. Une soirée de gala de collecte de fonds pour venir en aide aux sociétés de masques en difficulté. L'ASAMA, l'association pour la sauvegarde des masques, a organisé en marge du festival une soirée gala de collecte de fonds. 811 000 francs CFA ont été collectés à cette occasion au profit des expressions de masques fragiles. Le reportage de Paul Sawadgo. La société de masques de Kankono, un village de la province du Mouhoun, ne participe plus au festival depuis 2 ans. La société éprouve des difficultés et il faut réagir au plus tôt possible. C'est un village qui venait au festival au début des années 96, mais depuis 2 éditions, ce village, il n'y a plus de sortie de masse du tout dans ce village. Donc on a instauré le dialogue petit à petit et on a pu résoudre tous les problèmes en interne au sein de la société. Et s'il plaît à Dieu, à la prochaine édition du festival 2016, la société de masques de Kankono sera représentée. Le gala de collecte de fonds au profit des expressions de masques fragiles vise donc à préserver ce pan de la culture burkinabé. L'activité de collecte de dons, c'est pour essayer de mobiliser la communauté pour collecter des fonds et venir en aide aux sociétés de masques les plus menacées
afin de les aider à sauvegarder leur patrimoine. Chacun y est allé de sa bourse, aussi modeste soit-elle, pour contribuer à la sauvegarde de ces sociétés de masques en voie de disparition. La modeste contribution que nous pouvons apporter n'a pas la valeur de ces jeunes gens et de ces personnes qui font tout pour que notre culture ne disparaisse pas. Donc je pense que ce sont des initiatives à saluer. Ce cas-là, c'est déjà pour faire un clin d'œil à tous ceux qui peuvent apporter leur soutien en tout cas à cette activité qui, dans les prochaines années, va compter comme une activité d'envergure nationale. La soirée gala de collecte de fonds au profit des expressions de masques fragiles est à sa 2e édition et l'Assama n'entend pas s'arrêter de si bon chemin. Voilà du sport avant de nous quitter. Cet après-midi, un match amical joué à Aix-en-Provence en France. Les étalons ont été tenus en échec par les îles Comores sur le score de 1 but partout. Le but des étalons est l'œuvre de Alain Sibiri Traoré sur pénalty provoqué par Bertrand Traoré. Merci, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.